Bonjour à tous, je vais vous parler de marketing social et comme on le voit, un des objets du marketing social, c'est d'essayer de comprendre comment cette petite fille qui nous dit bien les messages, pour être en bonne santé, il faut faire du sport et manger beaucoup de fruits et légumes. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose du marketing social pour véritablement influencer le mode de vie de cette petite fille ou on va le voir plutôt de ses parents? Alors, on a bien vu différents éléments du contexte, donc c'est un peu une redite. Donc, effectivement, l'échelle du modèle naïf qui consisterait à croire que la connaissance suffit à induire le changement. Donc, la connaissance est peut-être nécessaire, mais non suffisante. Le fait qu'on assiste aussi à une résistance au changement et une résistance qui sera différente en fonction de populations cibles. On a aussi une fracture sociale, on parle également d'une fracture nutritionnelle aujourd'hui très importante et peut-être aussi une nécessité d'adapter des messages en fonction des types de cibles. Certaines catégories de population vont réagir à une alimentation plus saine. On parlait tout à l'heure et on a vu des exemples sur la population américaine qui était l'objet d'une étude de perception et sur d'autres populations et notamment des populations plus modestes qui sont, elles, plus sensibles à un bénéfice immédiat, donc une fracture nutritionnelle qui se traduit non seulement en termes économiques, mais aussi en termes de choix. Une grande diversité aussi de la part des différents types de populations. On a une diversité à la fois culturelle et une diversité des représentations, puisque en fonction de l'origine, de son lieu de vie, de son patrimoine culturel, personnel et familial, on aura des représentations différentes, tant de l'alimentation d'ailleurs que du corps. Une faible transmission des savoir-faire, ça a été souligné par le Fonds en présentant des travaux, notamment de Madame Diazo ou de Madame Pardo, sur justement des travaux récents qui montrent que cette transmission des savoir-faire de préparation, il y a un grand intérêt aujourd'hui pour les émissions culinaires, mais en réalité, on s'aperçoit qu'on a une faiblesse aujourd'hui de capacité à préparer des plats, préparer la cuisine, qui est quelque chose qui ne s'est pas transmis, en tout cas auprès de nombreuses familles. Et enfin, mais on pourrait lister tout un tas d'autres éléments qui amènent et ajoutent de la difficulté au contexte, peu de moyens investis globalement, même si on en a vu aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup appris de choses aujourd'hui, mais peu de moyens pour comprendre les motivations. Le marketing social est une science qui est très développée, notamment au Québec, en Australie, dans les pays anglo-saxons, peu développé en France et bien qu'on ait l'épidémiologie, on va y revenir, et un certain nombre d'études réalisées par des organismes de recherche, on a peu de moyens pour comprendre les motivations spécifiques des cibles. Donc, comment modifier dans ce contexte les comportements individuels et collectifs, puisqu'on voit que c'est un contexte très compliqué. Et le marketing social peut apporter en tout cas un éclairage ou une méthode, puisqu'il s'agit surtout d'une méthode de réflexion, pour peut-être essayer de mieux percevoir quels sont les leviers d'action. Alors, la définition du marketing social, selon sa théorie, est écrite par plusieurs théoriciens du marketing social, mais notamment le docteur Alan Andreasson, c'est l'application de technologies du marketing. Donc, c'est comme pour le marketing commercial, c'est les mêmes finalement techniques qu'on va utiliser pour vendre des 4x4 à des Parisiens qui n'en ont pas forcément besoin au quotidien, ou vendre d'autres produits aussi bien dans le domaine alimentaire, des vêtements, des jeux, etc. Et donc ces technologies du marketing, elles sont transposées dans du secteur commercial pour voir comment elles peuvent nous être utiles sur le changement des comportements et pour mieux comprendre, mieux peut-être modéliser en tout cas des approches et résoudre des problèmes sociaux. Alors le marketing social, et on va en voir quelques exemples, son objectif c'est de modifier les comportements et il est utilisé aussi bien en santé publique dans des domaines comme la prévention du tabac, l'alcool, les problématiques de binge drinking par exemple, que dans des problématiques aussi liées à l'environnement, ou aux femmes battues, par exemple, il y a des exemples australiens de grande réussite du marketing social sur des sujets aussi variés. Donc c'est vraiment une méthode, ce n'est pas dédié à un environnement spécifique.
Et son objectif, c'est d'induire le changement. Et c'est là où, dans les théories du marketing social, on voit des avancées, je pense, assez intéressantes sur des travaux, et notamment dans le domaine alimentaire, mais on va le retrouver aussi dans d'autres domaines. On a des objectifs qui seront définis dans le cadre des campagnes de marketing social à court terme, à moyen et long terme, avec des objectifs qui vont bien sûr tous dans le même sens, la modification du comportement qui est objet de l'action ou auquel on s'intéresse, mais en définissant bien ces stratégies qui vont permettre, et c'est l'objectif final, de changer, si possible, durablement et sur le long terme, donc la norme sociale, en vue d'avoir un impact sur les comportements. Alors comment ça fonctionne? Et vous verrez que dans mon exposé, l'aspect théorique n'est pas très long. Je vais essayer plutôt d'illustrer le marketing social par des exemples. Mais on le voit bien pour ceux qui connaissent le marketing, et moi-même je suis de formation marketing, qu'on applique les 5 P. Alors dans le marketing, il y a quelques années, on apprenait que 4 P quand j'ai fait mes études. Aujourd'hui, on parle de 5 P. Et ces 5 P, c'est à la fois le produit, mais là bien sûr, le produit, c'est le comportement à changer, le prix. Et là, le prix, ça va être le prix à payer pour changer de comportement. La place, c'est le lieu, l'endroit où on va s'intéresser à un changement de comportement et finalement un peu aussi le positionnement, l'environnement et tous les éléments finalement qui influencent le comportement. La promotion, les techniques qui vont permettre de faire la promotion du comportement que l'on souhaite voir évoluer et pour aller vers un nouveau type de comportement, et le partenariat. Mais je crois que ce sera plus clair en vous présentant quelques exemples. Et ce qu'on appelle le marketing mix, c'est la prise en compte de ces différentes données, ces différentes composantes du changement de comportement, puisque donc la méthode va consister à s'appesantir sur chacune de ces composantes. Alors, il y a un point absolument capital, et je crois qu'on l'a vu ce matin au travers des commentaires et également des présentations, c'est de définir le public cible. Donc ça, c'est capital parce que c'est exactement comme dans le marketing, ça a été évoqué. Le public cible va raisonner. Le public cible, au-delà de son raisonnement, de ses habitudes, sera certainement très différent en fonction des différentes catégories de population, à la fois les tranches d'âge, à la fois l'environnement. On a partout des homo economicus, mais on a bien d'un côté, par exemple, des Américains qui réagissent différemment des Français, et des Français qui vont réagir différemment s'ils ont des moyens plus importants et que leur norme sociale est plutôt la norme sociale de gens plus aisés, qui ont accédé à certains niveaux de vie, que des Français qui sont de conditions plus modestes. Et là encore, on pourrait encore regarder des découpages entre ceux qui sont d'origine d'immigration plus récente et qui ont été plutôt élevés dans des cultures alimentaires influencées par le pourtour méditerranéen que de ceux qui sont de tradition, par exemple, normande, ne serait-ce que dans leurs habitudes culinaires ou alimentaires. Donc la cible est très importante et la première démarche en marketing social, c'est vraiment de voir à quelle cible on veut s'adresser. Et sur chacune des cibles, comme en marketing, on va passer du temps à bien comprendre quels sont les freins, le pourquoi cette cible ne va pas adopter un certain type de comportement, mais également les leviers d'action, puisque bien sûr, on va chercher aussi à aller vers la solution. Alors là-dessus, et bien que je disais tout à l'heure qu'on n'a pas tout à fait suffisamment de moyens pour faire des études précises en France, on a quand même beaucoup de sources disponibles, à la fois les études épidémiologiques, à la fois les travaux des sociologues, des psychologues. On peut aussi bénéficier de façon très intéressante et travaillant pour l'industrie agroalimentaire. Je dois dire que je bénéficie, et comme peut-être d'autres en tout cas, mais d'informations qui permettent de mieux comprendre justement les caractéristiques des différentes cibles, puisque toutes ces enquêtes, et puis bien sûr de s'inspirer le plus possible des publications sur des interventions de santé publique, puisque ces publications vont permettre également de voir ce qui a marché, pourquoi les choses ont marché, ce qui n'a pas marché par exemple aussi, et donc de progresser dans la compréhension des caractéristiques de la cible. Et puis je terminerai par ajouter le fait que ce qui semble aussi important dans le domaine spécifique de la prévention santé, que ce soit nutrition santé, que ce soit sur l'alimentation et l'activité physique, c'est aussi d'interroger des experts qui ont pu déployer des études, des acteurs qui ont eux-mêmes donc une expérience précieuse sur le sujet.
Et enfin, la dernière partie, ce sont les cibles elles-mêmes. Et on va voir que dans le processus du marketing social, ces cibles elles-mêmes, c'est-à-dire les groupes de personnes, les groupes de population qu'on cherche à toucher, c'est intéressant à la fois de les étudier en amont, mais on va également les étudier et voir comment elles réagissent tout au long du processus pour ce qu'on appelle le dispositif de feedback, pour améliorer l'intervention, puisqu'elle est sur ces stratégies de court, moyen et long terme. Et on se donne comme objectif également, en fonction des résultats rencontrés sur les interventions, de pouvoir un peu affiner les dispositifs. Alors le schéma d'intervention, si on se résume, c'est de bien comprendre par rapport à un public cible donné les motivations, donc le comportement actuel, pourquoi les gens agissent de cette manière, donc bien voir quelles sont leurs connaissances, les attitudes aussi, comment ils vont réagir par rapport à tel et tel type de propositions qui peuvent être faites, les croyances, les perceptions, et puis toute une autre partie dont on tient compte dans le marketing et qui n'est pas forcément très rationnel, ce sont, et on va essayer de le traduire en éléments de compréhension pour caractériser la cible, les valeurs, les émotions aussi, quelles sont les émotions ressenties quand on va faire un certain type de choix dans son comportement, et les sensations. Donc cette partie-là, qui est plutôt le cerveau droit, cette partie du cerveau qui va plus ressentir les émotions, est très importante parce que c'est la partie peut-être la plus malléable. Et en marketing social, et notamment le marketing social communautaire, je vais donner des exemples dans un instant, on s'intéresse beaucoup à ces aspects-là parce qu'en faisant vivre une expérience à un moment donné très concrète à un groupe de cibles données, on sait qu'on va pouvoir, et quand on va la faire interagir, les stratégies d'engagement ou de communication engageante, on aura donc une meilleure réceptivité des propositions qui sont faites. Et puis, l'insight, je reviendrai dans un instant, mais on définit, une fois qu'on a bien en tête ces différents éléments, des stratégies d'intervention ou une stratégie d'intervention avec différentes composantes pour inclure et pour viser le comportement, le changement de comportement à la fois mesurable et quantifiable, parce que c'est parce qu'il sera mesuré et quantifié que l'on pourra voir si on atteint nos objectifs ou si le dispositif doit être un peu changé, adapté. Donc il y a un côté très pragmatique, comme vous pouvez le voir. Alors ça fonctionne comme ça. Donc si on reprend les 3 grandes étapes de la mise en œuvre d'un dispositif de marketing social, donc l'analyse contextuelle, donc les aspirations de la cible, à quoi la cible aspire-t-elle, donc un groupe de population peut-être plus aisé va aspirer à manger par exemple bio et va être plus sensible à des messages sur le fait de consommer des fruits et légumes. Un autre groupe de population plus modeste va être plus à la recherche non pas d'un bénéfice induit dans le temps, mais un bénéfice plus direct, et dans une perception, Fabrice Ettillet en parlait tout à l'heure, mais dans une perception de finalement la volonté d'avoir un bénéfice immédiat associé à certains types d'aliments. Donc, on segmente nos cibles, on a analysé les aspirations de ces cibles, on identifie les leviers et les freins. Donc, les freins pour les lever, justement, et les leviers pour trouver des dimensions aspirationnelles et émotionnelles pour amener la cible à adhérer au comportement qui est objet de l'action. Ensuite, on a donc la stratégie de développement, et cette stratégie de développement et de déploiement, on aura défini donc les différents éléments du mix, un peu compliqué, encore une fois on va venir sur des exemples. Toujours cette importance des objectifs à court, moyen et long terme, on reviendra sur les petits pas, et pour définir ces stratégies de motivation et d'adhésion. Et enfin, dans la mise en œuvre opérationnelle, on a à la fois un déploiement des moyens, bien sûr, des différents moyens, puisqu'on va chercher à interagir sur différents moyens pour toucher une cible donnée, donc pas uniquement lui faire vivre une expérience, mais de proposer tout un tas de leviers d'action. La participation des cibles, c'est ce qui va permettre justement d'avoir ce dispositif de feedback. Très important, la mobilisation des relais, puisqu'on va agir au plus près des lieux de vie des populations ou en touchant des groupes cibles, en mobilisant des relais, c'est quelque part la garantie d'avoir plus de durabilité de l'action, puisque le relais lui-même, qui est proche de cette cible, va pouvoir perpétrer l'action et changer finalement légèrement sa pratique professionnelle. Et enfin, l'évaluation des actions avec les indicateurs de suivi.
Mais j'en viens aux exemples, peut-être plus clairs, pour expliciter la démarche et pour vous présenter aussi 8 facteurs clés qui vont permettre d'optimiser et permettre plus d'efficacité à partir de travaux publiés, donc des interventions de marketing social. Alors le premier, c'est un seul message à la fois. Alors c'est plein de bon sens, mais c'est vraiment une règle de base du marketing. On ne va chercher à atteindre qu'un seul objectif à la fois. Donc c'est pas très ambitieux. Ce message, en fait, c'est pas tant un message qui va consister à dire, par exemple, manger 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est notre objectif concret à moyen terme ou à long terme, mais le message, ça va être plutôt de se dire, pour atteindre le fait de manger ces 5 fruits et légumes par jour, une fois qu'on a analysé les freins et les leviers, comment et quel type de message je vais pouvoir créer pour changer les représentations, comment je vais pouvoir agir pour que le message ou l'action que je vais proposer puisse résonner aussi avec les perceptions profondes des cibles. C'est ce qu'on appelle un peu les insights. Ce sont des perceptions profondes que les gens ont en eux. Et quand on vient avec une approche, finalement, cette approche fait une sorte de résonance avec des éléments qu'on peut percevoir et auxquels on va adhérer plus facilement. Et bien évidemment, c'est différent d'un groupe cible à l'autre. Alors, je vais reprendre cet exemple des 5 fruits et légumes par jour. Et là, pour montrer qu'aujourd'hui, comment ça se présente, on a d'un côté les légumes et de l'autre les fruits. Et quand on les voit en supermarché, donc là, c'est un supermarché peut-être un peu hard discount, hein, pas forcément très soigné, mais c'est comme ça qu'on le voit dans beaucoup de supermarchés hard discount. Et donc, on a des produits bruts. Et sur ces fruits et légumes, pour bien faire comprendre l'approche du message adapté, dans l'esprit d'un consommateur ou d'une cible, le fruit, ça n'a rien à voir avec le légume. Le fruit, c'était autrefois un dessert valorisé, un dessert apprécié pour la diversité des goûts que ça pouvait représenter, pour la rareté éventuellement de certains produits, par exemple les oranges. Et le fruit, même si le fruit a perdu son statut de dessert gourmand, reste quand même quelque chose qui va être consommé au moment des pauses ou au moment des desserts. Donc, rien à voir, finalement, avec les légumes, qui, eux, vont être consommés plutôt soit en soupe, soit en crudité, soit en accompagnement. Donc, finalement, si on souhaite que nos cibles qui ne voient pas, et quand on regarde les freins sur certaines populations, donc des populations plus modestes, donc finalement, c'est assez déceptif. C'est des produits où on n'a pas forcément, on risque d'être déçu sur la qualité gustative du produit qu'on achète. On ne sait pas les préparer, ça demande de la préparation. Sur les fruits, vous allez me dire, c'est pas très compliqué, mais on voit en restauration scolaire, en ayant mené des exemples récents, que si on propose des pommes à des enfants, parfois, ils n'ont pas de dents de devant parce qu'ils sont en maternelle. Ensuite, ils ont des bagues, donc ils ont des appareils dentaires, ils n'arrivent pas à croquer dans la pomme, et on se retrouve à jeter, en fait, 50 à 60% des pommes servies, et je ne sais même pas si les autres sont vraiment consommées en entier. Et donc, finalement, on s'aperçoit que les leviers, c'est peut-être de traiter différemment les deux sujets, et que si l'objectif, c'est de redonner un statut gourmand à ces produits, c'est de commencer à, peut-être, dans les approches et les propositions qui seront faites aux cibles, de redonner donc ces aspects de gourmandise. Et là, on voit tout de suite que là, les légumes prennent on a une autre perception à regarder, ne serait-ce que ces images, hein, donc le succès aussi des émissions télévisées, et de pouvoir mieux s'ancrer dans des moments de consommation qui correspondent à des éléments, à des moments perçus, et pour redonner un statut gourmand, redonner aussi éventuellement un sentiment d'efficacité dans la préparation de ces produits qui finalement ne sont pas si simples à préparer, parce que quand on voit le légume brut, entre le légume brut et la réussite de la soupe, sans parler du temps qu'on a à passer à préparer la soupe, c'est évidemment très long. Et cet exemple de pomme, c'est un exemple vécu dans le cadre du réseau de villes Vivons en Forme, donc d'avoir équipé les cantines scolaires avec des petits coupe-pommes qui ont permis, sur des pommes qui étaient choisies pour leur goût et peut-être dans un moins grand nombre, de réduire fortement les déchets, puisque les enfants pouvaient découper les pommes avec les dames de cantine et du coup avoir plaisir à manger ces quartiers de pommes quand ils mangent leur repas à la cantine. Donc on repasse d'un produit brut à un statut de produits déjà plus préparés, plus amusants, sachant qu'évidemment, les produits bruts n'étant pas marketés, ils ont un déficit d'image aussi par rapport à une population qui va chercher aussi au travers de sa consommation, à s'ancrer dans une modernité alimentaire.
Voilà, et la compote a eu un grand succès puisqu'on sait que ça fait partie des produits qui sont beaucoup plus consommés aujourd'hui depuis que des petites gourdes de pommes ont été proposées. Alors le deuxième élément, point de succès, facteur clé de succès, c'est d'utiliser des leviers positifs. Globalement, en santé publique, on a cru pendant longtemps, et on continue de croire, malheureusement, en témoignent les paquets de cigarettes, que finalement, en maximisant les conséquences à moyen ou long terme, en tout cas des conséquences qu'on veut montrer et qu'on souhaite actualiser, mais qui en réalité restent des conséquences à moyen ou long terme, notamment sur le tabac avec les images de poumons et autres en voie de décomposition, où le fumet tue, on va donc réussir à changer les comportements. Or, on s'aperçoit dans de nombreuses interventions que la maximisation des conséquences n'entraîne pas l'adhésion, mais plutôt la culpabilité, et plus que la culpabilité, une réaction qui a été documentée par Girandola, Joule et Bernard, qui est appelée la réactance. Et ce phénomène de réactance, c'est finalement un phénomène qui consiste à affirmer sa liberté par rapport à l'injonction et finalement à se détacher de l'injonction et de la dramatisation de la conséquence du comportement pour justement mieux s'en affranchir. Donc finalement, la réactance crée une sorte de rideau totalement imperméable entre l'information dramatique et le comportement. Donc l'objectif qu'on va chercher à atteindre en marketing social, c'est plutôt de renforcer le sentiment d'efficacité du public cible, donc ça veut dire de l'avoir compris, de l'avoir cerné, comment les personnes vont se sentir plus efficaces et comment elles vont commencer à ressentir un bénéfice émotionnel à aller vers le comportement en se sentant capable de s'engager dans une démarche et de travailler plutôt sur des communications engageantes. Et donc ça, c'est ce contact physique direct, cette implication des cibles qui peut commencer aussi bien par des auto-questionnaires que mieux encore des expériences de type dans l'alimentaire, atelier de cuisine ou tout ce qui va permettre de travailler aussi sur la sensation, le goût, etc. Se trouver exposé à différentes démarches. Sur l'activité physique, c'est le fait de reprendre plaisir à bouger son corps. Donc cette communication engageante, on sait qu'elle fonctionne bien. Et là, je vais vous présenter à titre d'exemple une initiative des campagnes de marketing social qui s'est passée donc au Texas et qui s'intitule Don't Mess with Texas, qui veut dire on ne plaisante pas avec le Texas. Alors c'est quoi cette campagne de marketing social? Eh bien au Texas, il y a pas mal d'années, on trouvait énormément de détritus au bord des autoroutes. Et la réaction de l'État du Texas était de finalement mettre des grosses contraventions, donc $1000 si on était pris en train de jeter ces déchets, et de multiplier ces panneaux incitatifs, voire quelques arrestations dont la presse faisait l'écho. Et finalement, on n'avait absolument aucun résultat sur cette stratégie. Et donc, il a été décidé d'étudier finalement qui étaient ceux qui jetaient les déchets et les détritus par-dessus la fenêtre de leur voiture. Alors, en général, ce sont des conducteurs de pick-up. Donc, au Texas, on a des conducteurs de pick-up qui étaient identifiés comme ceux jetant, et alors, la plupart du temps, des hommes, jetant leurs déchets par la fenêtre. Et le profil type, c'est celui de Bobby Ewing. Et donc, le portrait robot du jeteur de détritus a été identifié dans le cadre de cette démarche de marketing social. Et au-delà d'avoir défini ces éléments-là, du Bobby Ewing que tout le monde a reconnu, il a été défini et décidé de créer une campagne qui s'appelle Don't Mess with Texas, en s'appuyant sur quoi? Sur le reflet identitaire, l'identification au Texas et le levier identitaire. Les Texans aiment leur État et le Texan qui, je reviens à mon Bobby Ewing, qui est très fier d'être Texan, qui aborde son chapeau et qui a sa voiture qui correspond bien à l'image qu'on peut avoir d'un cow-boy texan, eh bien, pour lui, le Texas, on n'y touche pas. C'est quelque chose d'important. Il a une fierté de texan. Et plutôt que de lui dire « on va te mettre une contravention », on lui a dit « si tu continues finalement à faire ça, tu es en train d'abîmer le Texas ». Et on a touché son réflexe identitaire qui a fait que cette campagne, en 4 ans, donc c'est un peu ancien, mais de 86 à 90, elle a fait école parce qu'elle était très intéressante dans cette identification d'un levier qui a permis de mobiliser donc un groupe de cibles. On a assisté
assister donc à la réduction des déchets jetés au bord de l'autoroute. Alors l'autre point, et ça a été évoqué, et il y a déjà quelques années, c'était aussi évoqué dans des discussions autour du programme Vivons en forme, créer de nouvelles routines de vie. Et donc la création de ces nouvelles routines de vie, ces stratégies de petits pas qui ont été évoquées ce matin, c'est aussi un point capital, puisque comme je le répétais tout à l'heure, les dispositifs à court, moyen et long terme passent par des étapes, et ces étapes, c'est que des gens qui ont déjà des routines de vie très acquises et très ancrées, si on souhaite les faire évoluer, il faut se donner le temps avec des objectifs atteignables et de les amener à déjà commencer par une stratégie de petits pas, à se sentir en efficacité que de commencer à faire bouger leur comportement. Et là, comme exemple, je vais prendre un exemple français. Donc là, on est toujours sur la route, mais un peu différemment. Et notamment, cet exemple développé par la sécurité routière. Alors, je ne sais pas si ça faisait appel à un dispositif de marketing social, mais ça y ressemble fort, puisque l'enjeu de cette campagne, c'était de diminuer les accidents de la route qui ont lieu chez les jeunes. C'est une des premières causes de mortalité et également d'accidents chez les jeunes adolescents de plus de 18 ans, de 18 à 24 ans. Et l'objectif était de réduire ces accidents de la route chez ces jeunes. Donc il a été étudié la cause, et bien évidemment c'est l'alcool et l'alcoolisation importante, et notamment dans la ruralité, lorsque les jeunes sortent et vont en boîte de nuit. Et malheureusement, on le voit d'ailleurs quand on va se balader sur les routes en campagne, on voit toujours des bouquets de fleurs à droite à gauche. Donc on comprend bien que ce sont des endroits où il y a des accidents. Et ce sont souvent des accidents qui ne sont pas le fait de deux voitures qui se heurtent, mais vraiment un accident créé par l'alcool. Donc tout ça ayant été identifié, il a été décidé de travailler sur la valorisation du capitaine de soirée. Et il faut savoir, et aujourd'hui on pourrait s'interroger sur le binge drinking et d'autres types de conduites, que par exemple le tabac chez les jeunes femmes qui est extrêmement présent, il a été identifié que c'était compliqué finalement pour un jeune de dire je ne bois pas, ou de se dire, parce que celui qui ne va pas boire cette soirée-là, c'est celui qui sera un peu le ringard, c'est celui qui est puni par rapport aux autres, parce qu'il n'a pas le droit de boire, il ne va pas faire la fête comme les autres. Donc le levier utilisé et identifié était de se dire, on va créer un statut extrêmement valorisant pour celui qui sera le capitaine de soirée. Et le capitaine de soirée a été dénommé le SAM. Et quand on interroge des jeunes qui ont eu l'occasion de sortir à l'extérieur, et récemment je faisais une intervention avec des jeunes qui avaient aux alentours de 22-23 ans, un cours sur le marketing social. Et donc, tout de suite, ça leur parlait. Le SAM, moi, je n'ai pas connu ça étant jeune, mais le SAM, le capitaine de soirée, a été valorisé par un dispositif multiple, un dispositif qui faisait appel à la mobilisation dans les boîtes de nuit des responsables de boîtes de nuit, des videurs qui aidaient à définir un SAM. Le SAM avait un petit bracelet qui lui était remis en début de soirée qui lui permettait d'avoir 2 boissons. Et tout un travail de valorisation du SAM qui devenait le héros de la soirée. Donc une soirée sans capitaine de soirée, c'est mortel. Et tout un dispositif sur le SAM, le héros qui allait sauver la vie, un dispositif relayé jusque dans les toilettes des boîtes de nuit, dans des concerts, etc. Donc pensez à rentrer en vie, SAM, le capitaine de soirée vous sauve. Et c'est quelque chose qui a très bien fonctionné et qui continue aujourd'hui d'ailleurs à fonctionner. Alors, on en a beaucoup parlé. Évidemment, le marketing social s'intéresse à cette technique extrêmement intéressante qui s'appelle le nudging, le coup de pouce ou le coup de coude. Et là, je reprenais cette phrase puisque en Angleterre, c'est quelque chose qui est assez utilisé en ce moment. Et le ministre de la Santé, Andrew Lansley, a bien dit, on ne fait pas de paternalisme, mais on fait du nudging. We are not nannying, but nudging. Et donc, ça consiste à intervenir sur l'environnement et notamment, et on l'a vu aussi dans la géolocalisation cet après-midi et les aspects très environnementaux au sens large du terme, ce qui entoure et quand on regarde les parcours finalement de vie qui restent relativement restreints dans des micro-quartiers ou dans des zones ciblées des villes, comment mieux atteindre notre cible dans cette niche écologique où vit la famille, où vivent les cibles, quelles qu'elles soient, mais si on s'intéresse à la famille, et comment stimuler donc ces cibles par des facteurs exogènes qui ne vont pas passer par le fait de dire
je suis conscient qu'il faut que je mange des légumes ou je mange des fruits, c'est bon pour ma santé, ou je bouge plus, mais que de toute façon, par l'offre, on se retrouve finalement à avoir le désir d'adopter un certain type de comportement et de changer sa routine de vie parce qu'on est stimulé par l'extérieur. Et là, je vais prendre comme exemple, pour illustrer cette démarche, un exemple qui s'est passé dans la ville de New York, et qui est une expérience assez connue aujourd'hui, qui s'appelle la théorie de la broken window. Et cette théorie-là, vous voyez, la fenêtre cassée, donc c'était Giuliani qui était à l'époque maire de New York, et donc il était très embêté puisqu'il développait des démarches pour diminuer la violence à New York, avec un certain résultat d'ailleurs plutôt en surface, mais dans le métro, ils avaient beaucoup de mal à finalement diminuer le taux d'agression dans le métro. Et cette théorie a fait que, puisqu'ils n'arrivaient pas par une politique purement de répression et de présence policière à atténuer la violence de métro, essayer de comprendre pourquoi on n'arrivait pas, on avait vraiment un frein au succès, au résultat dans le métro de New York. Et donc, ils ont conduit des entretiens, essayé de bien étudier la cible, donc les jeunes qui perpétraient les actes de violence dans le métro. Et là, on s'est aperçu dans le discours de ces jeunes qu'ils se sentaient dans le métro, parce que le métro était plein de graffitis, finalement un peu les laisser pour compte, et que cet univers de laisser aller, de non-entretien, de finalement le métro, on s'en fout parce que c'est pas tellement utilisé par la population, qui est la population plus aisée à New York ou qu'on voulait protéger. Finalement, tout cet environnement plein de graffitis créait un sentiment de violence en réaction de la part des jeunes. Et l'expérience qui a été menée au début dans 2 lignes de métro, donc pour avoir les interventions et les témoins, a été de nettoyer pendant 3 mois systématiquement toutes les rames de métro tous les soirs, dès qu'elles avaient des graffitis, pour justement diminuer un peu cette impression de total laisser-aller et de finalement pas d'importance donnée à cet environnement-là, pour arriver à un métro tel qu'on le connaît aujourd'hui à New York, toujours un peu ancien, mais en tout cas propre et sans graffiti. Et cette campagne, en 4 ans, là encore, alors on voit c'est en 4 ans, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais a diminué la criminalité de 44% sur les agressions qui étaient perpétrées dans le métro de New York. Donc typiquement, ça c'est une campagne de nudging, non pas sur l'alimentaire, mais je pense qu'on a plein de choses à faire sur ces sujets-là, mais qui montre comment un simple changement dans l'environnement, combiné aussi avec d'autres choses, hein, il y avait aussi plus de contrôle, etc., mais qui était déjà perpétré avant, comment cette action a pu diminuer la violence. Alors, il reste encore 3 points. Un point extrêmement important, et il y a des publications comme celle de Boyd Swinburne qui a beaucoup travaillé sur ces approches qui sont le recrutement et le déploiement d'ambassadeurs. C'est donc l'idée de mobiliser et de s'appuyer sur des relais pérennes au sein même des lieux de vie des populations. Donc plutôt que d'intervenir finalement en apportant des connaissances ou une certaine expertise, de faire monter en capacité, hein, c'est cette notion de capacité building, et d'amener des relais qui sont là en permanence autour des lieux de vie des cibles que l'on veut atteindre, à être capables de perpétrer l'action. Et donc, c'est d'autant plus important que les personnes qui sont dans la proximité des cibles que l'on veut atteindre, elles sont légitimes. On n'a pas forcément besoin de passer par des héros nationaux. Ça, c'est peut-être intéressant pour porter, dans les placements de produits dont on parlait tout à l'heure, pour porter d'autres messages dans les séries télévisées. Mais là, le héros local, par exemple, pour un enfant, ça peut tout simplement être la personne qui s'occupe de lui tous les mercredis au centre de loisirs et qui va l'emmener faire un certain nombre d'activités. Ça peut être, en fonction des liens que l'on va avoir avec le personnel de la restauration scolaire, si on est dans une bonne ambiance, c'est peut-être pas, je n'irai pas jusqu'à héros, mais en tout cas des gens qui sont importants dans cette vie quotidienne des enfants ou des familles, les liens avec qui on a des liens, que ce soit à la crèche, que ce soit via la PMI, si on veut commencer très tard des actions. Bref, ces ambassadeurs sont importants, intéressants, parce qu'ils vont poursuivre l'implication et intégrer finalement des éléments dans le quotidien qui vont permettre de stimuler justement ces changements de comportement et créer de nouvelles routines. Alors typiquement, dans le cadre du programme Vivons en forme, c'est ce que l'on fait beaucoup dans différentes actions, de recruter et de former
les animateurs de centres de loisirs. Et une des actions qui a été menée en lien avec l'Institut des rencontres de la forme a été de réfléchir, et en lien avec l'éducation nationale, comment, dans le cadre périscolaire où les enfants passent 33% de leur temps, ceux qui fréquentent les centres de loisirs et l'accueil du matin, l'accueil du soir et les accueils en vacances passent 33% de leur temps dans le périscolaire. C'est énorme. Et donc, voilà un endroit formidable où on pouvait stimuler la pratique d'une activité physique ou sportive de loisirs en exposant les enfants à différentes choses. Et donc, le travail qui a été fait notamment pour proposer le matin, juste en 10 minutes, quand les enfants arrivent à l'accueil, un peu au compte-gouttes, des programmes et des parcours d'éveil musculaire qui sont conduits par les animateurs de centres de loisirs formés pour la circonstance dans chacune des villes. Ensuite, un aménagement sur les cours de récréation. Et enfin, des séances aussi de relaxation, parce que l'activité physique, c'est aussi prendre conscience de son corps, savoir se relaxer, avec des techniques assez simples de respiration, mais qui sont très appréciées des acteurs. Donc, je vais vous montrer un petit film. Il y a 6 affiches avec des pictogrammes ludiques et explicatifs qui sont apposés sur les murs de l'accueil périscolaire. Chaque affiche propose un exercice avec une thématique précise. Ces activités durent environ une dizaine de minutes. Lors du temps de pause méridienne, grâce à des tracés spécifiques réalisés dans nos cours de récré, les enfants ont la possibilité de se retrouver autour d'activités sportives et ludiques réalisées en semi-autonomie. Le but étant de susciter l'envie de bouger chez les enfants selon les règles du lieu ou leur imaginaire. C'est parti! Là, ici, c'est le jeu de l'épervier. Ils doivent courir vite, se repérer, se déplacer de façon adaptée. C'est également un jeu de stratégie. Allez, c'est parti! L'intérêt de l'utilisation du dispositif Vivons en forme est de permettre aux enfants et aux adultes de se construire une représentation de ce qu'est l'activité physique. À travers le jeu du basket, on peut constater que les enfants participent énormément et que les autres camarades encouragent énormément aussi pour pouvoir avoir envie de gagner ou de faire gagner leur équipe. Le plus souvent, ils inventent eux-mêmes leurs règles en jouant seuls ou à plusieurs. Jaune, blanc, bleu. Je peux te donner ça bleu. Que ce soit à la marelle, à l'élastique ou à la corde à sauter, ce sont des jeux traditionnels, bien connus, qui permettent aux enfants de s'exprimer librement, de créer leurs propres règles, tout en pratiquant une activité physique à caractère ludique. En tout cas, les enfants d'aujourd'hui qui sont appelés à être de futurs centenaires, il faut tout mettre en œuvre, mettre les meilleures conditions pour qu'ils puissent être dans un bon état physique, un bon état moral et un bon état mental dans le grand âge. C'est aussi ça notre objectif. C'est pourquoi Vivre, c'est un vrai sujet à la fois d'actualité, mais c'est un vrai sujet de santé publique. Donc ça, c'est le maire d'une petite ville, la ville de Ronques, et qui a bénéficié, comme 70 autres villes, d'un soutien de la part du ministère de la ville pour équiper des cours de récréation avec des tracés. Vous avez vu, c'est assez simple, mais c'est toujours accompagné d'une formation des animateurs et d'un travail en collaboration avec l'éducation nationale pour que ce soit aussi un projet d'école qui mobilise l'ensemble de la collectivité autour de l'école. Alors, ce développement donc d'approches ou point supplémentaire, pardon, le développement donc des approches intégrées et communautaires. Typiquement, on est dans le cadre de VIF et ces stratégies multi-acteurs, elles sont intéressantes parce qu'elles vont permettre de jouer sur plusieurs leviers à la fois. Puisque la connaissance est peut-être nécessaire mais pas suffisante, l'idée c'est de créer de multiples stimuli de manière à ce que justement ces nouvelles routines de vie qui sont proposées à la famille viennent de sources différentes. Et typiquement, dans le cadre d'un programme tel que celui-ci, ce qui est fait, c'est dans une ville, un quartier, grâce à la mobilisation de la ville, de s'intéresser à la famille, parce que si on ne s'intéresse qu'à l'enfant, de nombreuses études ont montré que ce n'était pas suffisant pour changer les comportements, donc il faut travailler le plus possible sur la famille dans la parentalité, en mobilisant par exemple les associations, pour proposer de nouvelles offres en termes de sport, de loisirs, d'offres de loisirs aussi culturelles, hein, ça veut dire plus de temps de socialisation. Également la mobilisation du périscolaire, comme on l'a vu avec les centres de loisirs ou le temps de la pause méridienne.
La restauration scolaire et l'école au global, la restauration scolaire, c'est 2000 repas qu'un enfant va avoir dans le cadre de sa scolarité. Donc c'est aussi un moment très intéressant où il a l'influence du groupe, où il peut vivre aussi de nouvelles expériences. Les PMI, les crèches, les haltes garderies, c'est intéressant aussi parce qu'il y a un lien avec la famille et notamment les familles qui sont plus modestes. On a un moyen aussi de les toucher au moment où elles ont leur premier enfant ou quand elles sont en lien avec ces structures. Les assistantes maternelles également. L'urbanisme, on en a parlé, donc, mais ça semble un point extrêmement intéressant pour que l'environnement soit stimulant. Les marchés, les supermarchés, les commerçants qui peuvent également faire de nouvelles propositions et créer aussi des stimuli en valorisant certains types de produits qui sont sous-valorisés, ou encore les centres sociaux, les maisons de quartier, les ateliers santé-ville qui proposent de plus en plus d'actions comme celles d'ailleurs qui sont soutenues par le Fonds français pour l'alimentation et la santé. Voilà, alors 2 points pour finir. Le fait de capitaliser sur une marque fil rouge. Alors en santé publique, ça peut paraître totalement incongru de dire mais pourquoi on va créer une marque, hein, comme on va créer une marque de produits, pour s'adresser globalement à la population sur des démarches, comme on voit, qui doivent, et notamment dans l'alimentation où l'activité physique où c'est assez complexe, justement s'inscrire dans le temps. Alors la marque, elle va être porteuse, comme pour un produit de valeur, elle est porteuse de sens, et en créant cette marque, ça va permettre aussi de lever petit à petit des freins, et quand on a certaines marques dynamiques et qui portent des démarches et qui incarnent certains types de démarches, au début, on recrute peu de personnes, et petit à petit, on recrute de plus en plus de monde, parce que les gens savent que quand ils auront une animation qui sera proposée par cette marque, cette animation s'adressera réellement à eux, ils vont y prendre du plaisir et on ne va pas venir dans l'injonction leur dire ce qu'ils doivent faire au quotidien. Et donc, je vais prendre comme exemple une campagne qui s'appelle la Truth Campaign. Là, on est sur le tabac, de retour aux États-Unis. Et donc, la marque Truth a été créée dans le cadre de cette campagne. Alors le contexte, c'est la Floride, puisque cette démarche a commencé issue d'un processus de marketing social en Floride, avec des fumeurs, évidemment, et notamment chez les jeunes, assez important, et la volonté de trouver un levier pour inciter ces jeunes à arrêter de fumer. Et en fait, il y a un élément extrêmement important aux États-Unis dans les valeurs américaines, donc je ne suis pas en train de dire que cette campagne peut être transférée en France, mais qui avait été étudiée aussi, parce que globalement, quand on étudie toutes les valeurs de la population, là, l'insight, hein, puisqu'on parlait d'un insight, quelque chose qui fait résonance, c'était de dire, mais finalement, ce qui est une valeur très importante pour les Américains et les jeunes Américains, c'est la vérité. Et la vérité, dire la vérité aux États-Unis, ça prend une dimension beaucoup plus importante dans les valeurs que, par exemple, chez les Français. Et donc, il a été décidé de lancer cette campagne sur le fait que, et sur le levier, qui était que l'industrie du tabac cachait des choses et depuis des années ne racontait pas la vérité à ses consommateurs et que tout d'un coup on allait dévoiler par de multiples canaux ce qui était vraiment la vérité derrière le tabac. Et donc cette campagne, comme vous le voyez, elle s'est retrouvée sur des supports assez étonnants, donc, et dans des tas d'endroits de l'État de Floride. Donc là, sur les papiers toilettes, en expliquant que l'ammoniac était aussi utilisé pour augmenter l'impact de la nicotine et donc l'addiction à la cigarette. Là, vous le voyez aussi dans des toilettes, hein, donc, pour expliquer qu'on a des résidus qui viennent du fait de fumer dans les urines. Ensuite, il y a eu des happenings, et ça c'est pour illustrer le fait qu'il faut être multi-acteur, donc qui était organisé aussi pour montrer combien de personnes mouraient tous les jours du tabac. Des concerts, de multiples actions. Donc c'est bien loin d'une seule campagne qui, à un moment donné, va pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment un travail par différents canaux qui se multiplient et qui ont martelé donc ces messages jusqu'à cette campagne d'affichage assez amusante pour montrer que, justement, on mettait en scène le maquillage de la vérité. Et cette campagne a eu aussi un impact et a été évaluée comme efficace avec une diminution de l'ordre de 30% des fumeurs chez les jeunes aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, on est loin de ces résultats en France.
Et pour finir, l'évaluation. Alors l'évaluation, c'est ce qui est extrêmement difficile dans ce type de démarche parce que, en fait, quand les démarches sont multiples, ça veut dire qu'il faut pouvoir évaluer chacun des canaux qui sont utilisés. Et finalement, ce qui est certainement intéressant et ce qui est important, en tout cas, ne serait-ce que pour optimiser les campagnes, c'est d'évaluer les objectifs de l'intervention, que ce soit des objectifs intermédiaires, bien sûr l'objectif final, mais aussi quand on est sur des comportements aussi complexes et qui vont se modifier dans le temps, des objectifs intermédiaires. La capacité aussi à changer à la fois les perceptions, les représentations et notamment des étapes un peu d'implication qui pourront être stimulées par les approches et puis d'évaluer bien sûr les comportements, entre autres des relais. Et donc là, je voulais juste saluer un outil qui a été présenté au début de la semaine par le Programme national nutrition santé en lien avec les équipes de Serge Briançon, qui s'appelle Evalin. Et Evalin est une approche qui justement propose de mesurer des étapes intermédiaires, des objectifs intermédiaires, des éléments de mobilisation, et donc un outil qui évidemment est bien pour des campagnes et des interventions de terrain, pas du tout pour la recherche, je ne me permettrai surtout pas d'aller avoir ce type d'approche, mais quand on est sur le terrain, c'est important de pouvoir se dire comment on va mesurer qu'on a réussi à atteindre un certain nombre d'objectifs. Voilà, donc pour me résumer, le marketing social, c'est moins de bâtons et plus de carottes, donc des messages positifs. Moins d'éducation peut-être, puisqu'elle se montre pas très efficace, en tout cas dans les interventions, notamment à l'école, on en parle beaucoup, comme étant un des objectifs à atteindre, que de multiplier l'éducation, mais de nombreuses études ont montré le fait qu'on n'atteignait pas les objectifs. Donc moins d'éducation, plus de connexion, plus d'implication avec les cibles. Bien sûr, c'est compliqué, mais c'est possible, et notamment en s'appuyant sur des relais communautaires. Moins d'objectifs ambitieux et lointains, même si c'est ceux qu'il faut garder à l'esprit, et plus de petits pas faciles à atteindre en s'appuyant sur l'ensemble du tissu autour des lieux de vie des populations. Moins de changements aussi peut-être de modèle et plus d'adaptation fine aux différents univers socioculturels, puisque sinon on crée à nouveau une résistance où on n'est pas pertinent par rapport aux groupes cibles que l'on veut trouver, que l'on veut toucher, et moins de vertical, plus d'horizontal, plus de capacité à faire confiance à des relais de terrain qui peuvent aussi agir et dans leur pratique professionnelle, faire évoluer leur pratique professionnelle et être des relais précieux. Merci. Alors, sans plus tarder, voilà, s'il y a une première question. On ne voit pas grand-chose avec l'éclairage. Des interventions très denses, très riches. Digérées. Alors, peut-être je m'autorise, enfin en principe le modérateur ne s'autorise pas, mais voilà, alors je m'autorise peut-être quelques petites questions, notamment concernant, si vous voulez, toute la question du plaisir souvent opposé à la santé. Donc ça c'est une question pour Monsieur Etillet, que vous avez donc suggéré, si vous voulez, dans vos interventions et qui m'interpelle moi beaucoup en tant que sociologue de l'alimentation qui a travaillé sur les questions de plaisir. Voilà cette opposition systématique qu'on fait entre plaisir et santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Merci. Oui, sur l'arbitrage, elle est compliquée cette question. Sur les arbitrages plaisir-santé, en fait, j'ai posé la question, c'est juste par rapport à l'acceptabilité de la taxe, puisque la taxe, la fiscalité nutritionnelle apparaît particulièrement punitive. Et donc c'est pour ça que ça me semble être une question dont tout le monde devrait s'emparer. En fait, elle est à trancher. Voilà, on fait des arbitrages plaisir-santé. Si on est rationnel, on les fait de manière optimale. On peut pouvoir préférer le plaisir à la santé. Maintenant, si effectivement il y a des biais comportementaux, des biais heuristiques, ça va avoir tendance à faire pencher la balance plus du côté de l'immédiateté, donc du plaisir, plutôt que de la santé, puisque la santé, c'est le futur. Mais en même temps,
Il y a tout un tas d'expériences. Des fois, moi, je suis un peu dubitatif sur les résultats des expériences en marketing. Par exemple, en marketing, ils montrent que l'ambiance dans les restaurants, ça fait consommer plus. Ils disent que c'est un biais. Mais en même temps, on va au restaurant pour chercher l'ambiance. Donc, est-ce que c'est vraiment un biais ? Si on cherche des expériences de consommation, et pareil, on peut rationaliser tout un tas de biais comme ça. C'est pareil, l'effet des formes de packaging, finalement. Si le plaisir des individus, c'est d'avoir telle ou telle forme de packaging, si ça fait partie de leur expérience, est-ce que c'est un biais ou pas de consommer plus dans tel packaging? Donc il y a vraiment une question là qui me semble essentielle. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse la résoudre par les outils dont on dispose actuellement, les outils scientifiques dont on dispose actuellement. Voilà. Oui, je trouve que c'est des présentations magnifiques, c'est un plaisir d'être ici. J'avais une question pour Sandrine. Comment on fait pour que les interventions tiennent une fois que l'intervention est finie ? Alors ça, c'est effectivement un point important si on veut être dans le temps et durable. Ça passe, après avoir eu quelques échecs, surtout par le fait de valoriser l'intervenant qui va justement tester éventuellement de nouvelles pratiques, que lui aussi se sente dans un sentiment, qu'il ait un sentiment d'auto-efficacité de ce qu'il fait. Et il y a un autre point aussi, c'est la communication. Et donc la communication, c'est là où elle intervient non pas pour véhiculer le message, mais pour valoriser les acteurs locaux qui se mobilisent, par exemple. Et si on prend le cas des centres de loisirs, c'est de pouvoir qu'il y ait le mot du maire tous les ans et de l'élu qui va saluer ce qui a pu être fait et donc se faire l'écho en fait de cette participation. Et quand on parle de changer de mode de vie, de valoriser, parce qu'eux sont capables de se projeter, c'est pas pour eux, on leur demande de se projeter pour les autres. Donc de se projeter sur le bénéfice pour les enfants, et où ils voient bien que dans leur école, il y a pas mal d'enfants surpoids ou obèses, par exemple, ou d'autres qui ne pratiquent pas du tout d'activité physique et sportive et qui sentent que les enfants prennent du plaisir, etc. Si on montre que leur rôle est clé, c'est comme ça que ça fonctionne. Autre exemple sur le personnel de cantine, c'est un peu tout bête, mais c'est déjà de mettre leurs photos à l'entrée, de les présenter. Ils ont des noms, on les présente aux enfants, de valoriser le fait qu'ils ne sont pas que là pour débarrasser à un moment donné et ramasser les détritus, mais que c'est eux qui vont avoir un rôle d'animation et d'accompagner les enfants pour qu'ils puissent mieux manger. Donc ça passe beaucoup par la valorisation et la communication des acteurs impliqués. Une petite question stupide, mais est-ce que quelqu'un parmi vous a théorisé un peu le succès qu'il y a eu à la disparition des sacs plastiques dans les supermarchés? Je ne pense pas qu'il y ait eu une législation. Il y a un effet obligatoire. Du jour au lendemain, on n'a plus les sacs. Au début, ça nous embêtait, etc. Mais il y a eu une acceptabilité énorme, une diffusion dans tous les supermarchés, alors qu'il n'y a pas eu de loi, qu'il n'y a même pas eu une grosse théorie, un petit peu sur l'aspect écolo, mais pas énormément. Et c'est un changement relativement important dans le comportement qui est passé très simplement, qui est pérenne et qui n'a posé aucun problème. Enfin, malgré tout, le leader qui a commencé, c'était Leclerc. Il a énormément théâtralisé et communiqué sur le fait qu'il ne le faisait pas pour faire des économies, mais sur le fait que, grâce à ça, il rendait acteurs les acheteurs. C'est-à-dire que l'acheteur qui n'allait plus avoir de sac, mais qui allait acheter un sac pérenne, durable, recyclable, avec en plus des visuels dessus, tout d'un coup, il se retrouvait finalement par un petit geste assez simple. On ne le faisait pas changer totalement sa routine de vie. Au début, certains râlaient peut-être un peu, mais globalement, on a valorisé l'acheteur qui, comme ça, avait un geste citoyen. Donc, je crois que ce qui a pu favoriser ça, et ensuite les autres se sont un peu engouffrés là-dedans, c'était là aussi la communication, la valorisation du geste et la valorisation de chacun comme un acteur aussi contribuant à sauvegarder la planète. L'aspect obligatoire malgré tout, parce qu'il n'y a plus le choix. Oui, il n'y avait plus le choix, donc effectivement on se retrouvait du jour au lendemain, mais il n'y a pas eu trop de résistance, ou en tout cas une résistance qui était assez rapidement jugulée, parce que je n'ai pas discuté avec les responsables de magasins Leclerc, mais j'imagine qu'au début ils ont des gens qui ont dû râler, mais en même temps c'était mais vous faites un geste pour la planète, donc voilà. Donc je crois que cette notion de valorisation, y compris de la cible finale dans ces petites réussites,
c'est extrêmement important, parce que sinon, on a toujours l'impression que c'est jamais atteignable. Peut-être une dernière question ? Tout au fond. Danielle Duré, sociologue de l'alimentation. Je rebondis sur les sacs poubelles. Je ne sais pas comment ça se passe en province, mais en tout cas en région parisienne et notamment sur Paris et Petite Couronne, là où j'ai pu le constater, les sacs plastiques gratuits font à nouveau leur réapparition dans les supermarchés, plus particulièrement dans les quartiers populaires défavorisés avec connotation immigrée. Donc, voilà, on retrouve là encore un exemple où la préoccupation d'écologie se retrouve finalement être une préoccupation de classe sociale aisée qui semble apparemment moins toucher les classes populaires, puisque si les supermarchés le font, c'est que visiblement ils ont sans doute perdu, je sais pas, de la clientèle ou que les clients n'étaient pas contents. Donc on retombe toujours dans les mêmes problématiques qui est les déterminants sociaux, finalement, même pour les sacs poubelles dans les magasins. Bon, merci à tous. Je remercie encore donc, nos 4 exposants. N'hésitez vraiment pas à envoyer vos questions donc, sur le site internet. Voilà, la journée était extrêmement dense, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger à la suite voilà, de ces journées. Merci beaucoup. Et donc, nous proposons au professeur Réac voilà, de venir présenter sa synthèse. Merci. Bon, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir demandé de faire la synthèse de cette journée, la synthèse et les perspectives. Alors, c'est très difficile comme exercice, surtout quand on a une journée aussi riche. Alors, j'avais demandé à voir les résumés, ce qui m'a permis un petit peu de lire avant. Je n'ai pas mis ma liste conflit d'intérêts parce qu'en tant que médecin, j'en ai d'innombrables. Et qu'est-ce qui m'a... Alors j'étais fasciné par ce colloque parce qu'au fond, on s'intéresse à des populations, à des cibles. Et moi, médecin, c'est pas mon métier au fond, en fait. C'est ça l'énorme différence. C'est que moi, je m'occupe de quelqu'un et c'est quelqu'un qui est venu me voir. C'est tout à fait différent de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et cette personne-là, je vais m'intéresser évidemment à son comportement. Je vais peut-être avoir l'impression qu'elle prend des décisions. Est-ce qu'elle va faire des choix? Je crois que le mot « choix », c'est le mot qui a été le plus utilisé aujourd'hui. On a tout le temps parlé de choix. C'est une vraie question que je me pose. On m'a dit, vous savez, vous êtes dans le supermarché, en 1 seconde, même 1 milliseconde, vous choisissez la marque, là. Mais est-ce que j'ai choisi? Non, je l'ai pris. J'avais la possibilité entre plusieurs, je dirais, opportunités, et j'en ai pas choisi une, j'ai fait quelque chose. Vous voyez, déjà le mot choix me paraît mériter réflexion. Mais je vais vous dire, vous savez, moi aussi, médecin, je fais de la prévention, je ne me contente pas de soigner les gens. J'essaie aussi de leur éviter qu'il leur arrive des ennuis, et vous voyez que dans tout mon arsenal thérapeutique, il va y avoir des mesures de prévention comme vous. Mais la grande différence, c'est que moi, j'ai Madame Durand en face de moi, et vous avez une population d'individus. Et maintenant, vous allez parler des comportements, des décisions ou des choix. Mais ça va être les choix de qui? C'est obligatoirement, je dirais, le choix d'une personne. Et si je faisais le malin, comme Fabrice Etilé, je ferais sigma du choix d'une personne qui fait les choix de la population. Hein, j'ai des vieilles bases. Alors, mais moi, vous savez, moi aussi, en tant que médecin, je tiens compte de la personnalité du patient et de son environnement. Ah, la personnalité. Par exemple, quand je fais de l'éducation thérapeutique, je sais très bien, attendez,
Je sais très bien que l'éducation thérapeutique, c'est pas uniquement apprendre des choses aux gens. Ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus ça. Il y a les connaissances, il y a les compétences, mais il y a surtout la motivation. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. Il y a ce qu'on appelle la health literacy, c'est-à-dire la capacité de ces personnes à accéder, à comprendre, à apprécier et appliquer les informations qui concernent leur santé que je leur donne. Vous aussi, vous avez ce problème-là. Et je dois prendre en compte l'environnement. Tiens, je vais prendre un exemple. Vous savez, la fameuse épidémie d'obésité. J'étais extrêmement surpris, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Moi, je m'attendais. Non, on n'a pas parlé. Je pensais qu'on allait tous dire l'épidémie d'obésité, l'épidémie d'obésité. Alors, on vous montre ces images en taches d'huile qui s'étendent de la côte est vers la côte ouest aux États-Unis. On a toutes les années à Atlanta. Bon. Mais il y a une chose qu'on montre rarement, c'est quand ça a commencé. Et ça a commencé très précisément à la fin des années 70. Et dans d'autres pays, ça a été un peu plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 70 ? Alors peut-être que c'est les portions qui ont tout d'un coup augmenté. Je pense, moi, ça m'étonnerait un peu. En tout cas, ce n'est pas les gènes des gens, c'est impossible ça. C'est un événement sociétal. Moi, je me demande quand même si ce n'est pas la généralisation on peut dire, de la civilisation de la télécommande, du Game Boy. Vous savez ce que Michel Serres récemment a appelé petite poussette. Les gens qui, la seule activité physique, c'est les pouces. Et donc, vous voyez, finalement, ce colloque aujourd'hui, moi, comment je l'ai vu? Alors, bien, je vous dis comment je m'attendais à le voir. Et, au fond, c'est un peu ce à quoi j'attendais en ayant lu les résumés des orateurs très brillants que nous avons entendus. Bien, finalement, bien entendu, on s'intéresse à une population, mais ce que je pense, c'est qu'au fond, vous vous êtes intéressé à des individus dans leur environnement, et la vraie question, la question effrayante, et pour ne pas dire un peu terrifiante de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est la question de la liberté. Vous savez, je me disais, mon Dieu, mon téléphone est ouvert, est allumé. Est-ce que par hasard, il n'y a pas le GPS là-haut qui est en train de me surveiller pour vérifier que je vais dans tel supermarché, qui sait exactement où je vais? Bientôt, ça va venir, ça. Alors, vous voyez, donc, comment j'ai vu ce colloque? C'était qu'au fond, il s'agissait de décrire les déterminants des comportements alimentaires des individus, c'est-à-dire les processus de choix des individus, entre rationalité et irrationalité, les individus dans leur environnement. Et puis, ça c'était le matin. Et puis l'après-midi, au fond, c'était différentes interventions. On a entendu parler d'environnement urbain, de taxes nutritionnelles, de régulation de la publicité et de marketing social. Et là, je ne vais pas vous résumer ce qu'on a entendu, c'était merveilleux. Je dois dire, qu'est-ce qu'on a appris comme chose? Les 3 couches de l'illustration de Sadi Lalou. L'être humain rationnel, irrationnel. Abandonnons le modèle de l'homo economicus. Il y a homo sapiens, il y a aussi homo émotionnel. Dans le sapiens, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que l'émotion, c'est une forme de cognition. Et puis, en proie aux illusions d'optique, comme nous l'a montré Pierre Chandon, dans notre incapacité à apprécier vraiment ce que nous voyons. Et puis ensuite, comment intervenir sur les individus par des actions environnementales? La conception socio-écologique d'Hélène Scharrer, avec la géographie des ressources alimentaires. L'humain qui est protégé contre ses excès par les taxes nutritionnelles, ce que nous a montré Fabrice Etilé. L'humain protégé contre le chant des sirènes de la publicité, avec Sophie Géel, et puis l'intérêt du marketing social qu'on vient d'écouter. La première leçon de ce colloque, je dirais, c'est que c'est presque un truisme. C'est que les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Ce sont les comportements des individus qui sont la réalité du monde. Je vous vois ici, mais j'ai ici une centaine de personnes. Ce sont des personnes que je vois et qui se sont effectivement assises sagement dans les fauteuils qu'on leur a présentés. Et donc, si ce sont les individus qui sont la réalité du monde, heureusement, c'est donc en agissant sur les comportements des individus que l'on peut changer le monde. Tout à l'heure, je donnerai à Sadi Lalou la définition du monde meilleur. Mais les individus
enfin ma définition, les individus agissent dans un environnement et il faut donc aussi agir sur l'environnement des individus. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que pour agir, il faut comprendre. Et ça, moi, ça me rappelle mon métier de médecin. Si je veux bien soigner quelqu'un, il faut que je raisonne en physiopathologiste. Il faut que j'ai compris ce qu'il a. Et donc, il va falloir que je m'intéresse aux mécanismes. Ce sont les mécanismes des choix individuels, les interactions des trois couches de l'installation physique, psychologique et sociale que nous a montré Sadi Lalou ce matin, l'abandon des modèles classiques de rationalité avec la mise en évidence du rôle des heuristiques, des émotions, etc., mais aussi le mécanisme des effets de l'environnement sur les individus, des effets qui peuvent être, disons le mot, pathogènes, mais aussi qui peuvent être autant de leviers possibles de changement. Voilà, au fond, la synthèse que je pourrais faire de ce colloque. Vous voyez, je vous disais qu'il y a ici l'individu, la personne, je préfère dire, à laquelle je vais proposer une éducation thérapeutique pour la soigner. Il faut qu'elle comprenne, qu'elle apprécie, qu'elle applique, quelle est la motivation de le faire. Je sais maintenant, aujourd'hui, que je dois tenir compte de son irrationalité, de ses émotions et de biais possibles. Et puis ensuite, je vais aller plus loin. Je veux prévenir les maladies. Et maintenant, plus je m'éloigne, plus je rentre dans la promotion de la santé. Et ici intervient véritablement notre colloque. Vous avez vu comment contrebalancer les effets de la publicité. Le cow-boy de Marlborough, regardez cette belle publicité, cette belle campagne d'information discrète, comme on nous l'a dit ce matin, disant simplement « Bob, j'ai le cancer ». Vous voyez combien ça peut évoquer, combien c'est bien plus fort que d'autres publicités débiles qu'on peut voir sur les paquets de cigarettes. Donc, contrôle de la publicité, fiscalité nutritionnelle éventuellement. Vous voyez? Mais où est-ce que ça va agir, ça? Est-ce que ça va agir sur une population? Mais une population, ce n'est pas la population qui est irrationnelle, qui a des émotions ou des biais. Ce sont bien les individus qui composent cette population. Et donc, en fait, ces flèches, elles devraient aller vers une personne et prendre en compte, au fond, les personnes. Ça, c'était la synthèse que j'ai essayé de faire. Maintenant, on m'a demandé aussi d'envisager des perspectives. Comment agir? Je vais vous dire, peut-être comment continuer à agir. Parce qu'une bonne nouvelle, si vous avez vu OBEPI 2012, vous savez, cette suite d'enquêtes remarquables qui, tous les 3 ans, nous donne l'épidémiologie de l'obésité, ça augmentait de manière qu'on croyait linéaire. Enfin, il semble y avoir un infléchissement et cette augmentation seulement modeste de la prévalence de l'obésité entre 2009 et 2012 pourrait correspondre, nous dit-on, à un ralentissement significatif de sa progression. Donc il se peut que toutes ces actions qui ont été commencées maintenant depuis une dizaine, une vingtaine d'années, commencent à porter leurs fruits. Et la vraie question, c'est comment continuer à progresser. Je pense que le vrai problème, c'est de continuer à préciser les mécanismes au niveau de l'individu et de l'environnement à la résistance au changement. Et sur la base de cette compréhension, c'est proposer des interventions de santé publique et, comme on nous l'a dit, peut-être dans le dernier exposé notamment, évaluer leur impact de façon à pouvoir justifier éventuellement une généralisation de leur implémentation. Mais ensuite, et je terminerai par là, je terminerai comme Pierre Combry a commencé par la question éthique. D'abord, les mécanismes. Il y a des mécanismes physiologiques, des mécanismes psychologiques et des mécanismes sociaux. Physiologiques d'abord. Il faut poursuivre les travaux sur les mécanismes de la prise alimentaire, comment elle est déclenchée, bien sûr par des effecteurs hormonaux et nerveux, par des signaux alimentaires, par l'environnement, etc. Mais il faut également préciser les mécanismes des préférences pour les récompenses immédiates, le choix intertemporel qui a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Vous savez, ce choix intertemporel, Pierre Combry nous avait donné un exemple, il nous avait dit qu'il nous épargnait les courbes hyperboliques. Quel dommage, Pierre, il faut quand même les montrer, c'est tellement amusant. Je rentre au restaurant, la valeur que je donne à ma santé, elle est plus grande que la valeur du dessert, et je dis à ma femme, je ne prendrai pas de dessert, rappelle-toi. Malheureusement, comme les courbes sont hyperboliques, et parce qu'elles sont hyperboliques, elles se croisent,
Et quand arrive le bonhomme avec le chariot de dessert, je dis finalement, donnez-moi le dessert. Ce n'est pas parce que je le vois, c'est parce qu'il arrive au bon moment, quand les courbes se sont croisées. Méfiez-vous de l'apéritif qu'on vous offre avant de commander le menu. Il fait que les courbes vont se croiser avant. Et vous commanderez le soufflé au Grand Marnier, 30 minutes de préparation. Il y a aussi des aspects physiologiques, c'est l'entrée en force des neurosciences dans ce domaine. Et par exemple, là je n'ai pris qu'un seul exemple, que je ne vais pas détailler. C'est pour vous montrer ce qui est en train de se faire, pour essayer de comprendre pourquoi les gens préfèrent des petites récompenses immédiates à des grandes récompenses lointaines. Est-ce qu'il y a une génétique de l'impatience? Ce n'est pas impossible, c'est par exemple ce que voulait montrer cet article. Et puis il y a des mécanismes psychologiques qu'il faut envisager. Les limites du self-control, ce que certains appellent le pouvoir de la volonté. L'aversion pour les pertes, j'en dirai un petit mot, mais aussi les effets de l'habitude, la force de l'habitude, l'effet des tentations. En bref, tous ces mécanismes qui représentent autant de limites à notre responsabilité d'être rationnel. Le self-control, vous savez, je suis capable de résister, je suis maître de moi. Très important psychologue, je pense, Roy Baumeister, une longue suite d'articles. Ça m'a beaucoup plu ce qu'il raconte, parce qu'il dit que le pouvoir de la volonté, c'est une faculté comme un muscle qui est limité, qui est épuisable, qui peut s'entraîner. Et alors ça, j'ai bien aimé, parce que je suis diabétologue, ça dépend du glucose. Ouais. L'aversion pour les pertes, Kahneman. Je me suis régalé en découvrant l'œuvre de Kahneman, maintenant il y a à peu près 2 ans. La théorie des perspectives, ça a été évoqué ce matin. Vous savez, si vous trouvez un billet de 100 € dans la rue, vous êtes content. Si vous trouvez 200 €, vous êtes presque 2 fois plus content. Si vous trouvez 1000 €, vous êtes très content, mais si vous trouvez 1100 €, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pour ça que la courbe, elle est comme ça. Maintenant, si vous perdez 100 €, vous êtes beaucoup plus malheureux que si vous trouvez 100 €. C'est ça la théorie des perspectives, et c'est pour ça que Kahneman a eu le prix Nobel avec cette figure, prix Nobel d'économie. Alors vous allez me dire, et le rapport? Le rapport, c'est par exemple, donc on déteste plus perdre qu'on aime gagner. Le rapport, vous me dites de marcher une demi-heure d'un pas vif, le gain pour ma santé, mais je vais perdre 30 minutes. La force de la tentation, ça ce sont des diabétologues dans un congrès. Vous voyez, ils ont vu un escalier mécanique. Et ce sont des tentations qui surgissent de toutes parts. Pierre Combris nous a évoqué Ulysse et les sirènes. Est-ce que ces tentations peuvent être contrôlées? Et c'est ça la vraie question. Et vous voyez que quand on arrive à cette question-là, eh bien, on arrive à la deuxième question sur laquelle j'aimerais terminer comme tu as commencé, c'est-à-dire sur la nécessité d'une réflexion éthique. Et là, je vais reprendre ma casquette de médecin, parce que ça, c'est une réflexion à laquelle je suis habitué. Mais moi, je suis habitué à la considérer pour un individu. Ici, il s'agira de la considérer pour une population dans son environnement. Mais vous comprenez bien que la vraie question, c'est la question de la liberté du choix. Regardons un peu les différences. Les grands principes de l'éthique contemporaine ont été, je dirais, édictés dans ce livre. Tom Beecham et James Childress, en 1979, les 4 principes de l'éthique biomédicale. Ils ont dit, maintenant ça suffit, les 2 principes hippocratiques ne suffisent plus, bienfaisance et non-malfaisance, surtout ne pas nuire, primum non nocere. Il faut aussi un principe de justice, répartition des ressources, et respecter l'autonomie des patients. Et vous voyez bien qu'il peut y avoir une contradiction entre la bienfaisance et non-malfaisance, d'un côté, et le respect de l'autonomie. Mais cette contradiction, on l'a entendue tout au long de la journée. Quand on nous dit, est-ce qu'on a le droit d'influencer les comportements des gens? Vous voyez bien que en fait, c'est la même problématique. Et donc, vous voyez qu'au fond, tout le débat va porter sur la définition de l'autonomie. Qu'est-ce qu'un être autonome? Là, il y a un livre théorique de Dworkin, qui est justement célèbre, qui définit la personne autonome
comme l'être capable de réfléchir sur ses croyances et ses désirs, et qui est capable éventuellement de les modifier sur la base de cette réflexion. Moi, j'appellerais ça un être intelligent. On a défini dans la relation médecin-patient 4 modèles de la relation thérapeutique. D'abord, le modèle paternaliste. Ah, ça vous intéresse, car le mot paternalisme, on l'a prononcé à plusieurs reprises aujourd'hui. Imaginez que je suis en face de ce patient. Je dis, écoutez, taisez-vous. Taisez-vous. Je sais. Je décide pour vous, et un jour, vous me remercierez. Bon. Je vais vous dire, on ne fait plus la médecine comme ça. Hein? Deuxièmement, le modèle informatif. Écoutez, c'est vous qui décidez, mais vous n'y connaissez rien. Alors, je vais vous raconter l'evidence-based medicine. Je vais vous dire ce que je sais, et ensuite, vous déciderez. On peut. Pas très... Bon. Troisième modèle dit interprétatif. Écoutez, non seulement vous n'y connaissez rien, mais en plus, vous ne savez pas très bien ce que vous voulez. Alors moi, je vais vous aider à préciser vos préférences, et ensuite, vous me le direz, et quand nous aurons décidé ce que vous voulez, moi je suis là pour vous aider à mettre en œuvre le traitement. Ah non, moi je ne vous dis pas ce que je pense, parce que nous sommes d'égal à égal. Il y a des gens qui trouvent ça très beau, moi je trouve ça complètement stupide. C'est comme si j'étais d'égal à égal dans la boulangerie avec le boulanger. Je regrette, le boulanger il sait faire le pain et moi j'achète le pain. Nous sommes d'égal à égal quand nous allons voter, c'est pas pareil. Hein. Et puis, quatrième modèle, le modèle dit délibératif. En plus, je vais vous dire mes préférences. On dit le paternalisme en médecine fini. Je ne suis pas si sûr. D'abord parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le souhaitent. Peut-être qu'à certains moments, certaines personnes ne veulent pas décider pour eux-mêmes ou ne peuvent pas décider pour eux-mêmes. Et au fond, est-ce que c'est si mal que ça d'être un bon père pour ses enfants? Moi qui ai eu 3 enfants, je peux vous dire, je trouve que c'est incurieux de penser comme ça. Mais disons un paternalisme éclairé, qui consisterait simplement à dire « J'ai le droit de vous dire mes préférences ». Vous vous souvenez du 4e modèle? Parce que je vois en vous une personne autonome, quelqu'un capable de délibérer, éventuellement de changer d'avis. Vous vous souvenez de ma définition d'autonomie. Et si vous me le demandez, je peux même décider ce qui est bon pour vous, et je vous expliquerai les raisons de mon choix. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la manipulation. La manipulation, j'ai trouvé cette définition dans le livre de Joule et Beauvois, un peu manipulation à l'usage des honnêtes gens, je vous recommande. Hein. Manipulation, c'est réussir à faire faire à des gens des choses qu'ils ne seraient pas enclins à faire, si possible, en ayant l'impression de l'avoir décidé. Ça peut être efficace. Mais vous savez, ça ne marche que si c'est masqué. C'est comme si vous aviez mal aux dents, je vous dis, écoutez, prenez ça, ça marche, il n'y a aucun risque d'effet secondaire parce que c'est un placebo. Ben, ça ne marchera pas. Mais non. Vous savez, un exemple de manipulation, ce sont les soldes. Il y a des mocassins à 39,99 € dans la vitrine, qui normalement coûtent 60 €. Je rentre dans le magasin, décidé à les acheter, je les essaye. Ils ne me vont pas et on me dit « Ah, c'est dommage ». Remarquez, on a les mêmes à votre pointure, mais ils ne sont pas en solde et je les achète. J'ai été manipulé, mais ça marche parce que je ne sais pas que je suis manipulé. Par exemple, mesdames, est-ce que s'il y avait écrit « Manipulation 2012 », est-ce que vous comprenez bien que ça ne marcherait pas? Bon. Et voyez où je vais en venir. C'est qu'en fait, l'éducation thérapeutique, c'est un cheminement éthique. Il ne faut pas croire que le modèle délibératif que j'ai représenté ici volontairement, j'ai fait cette représentation sous la forme d'un cercle, vous voyez, il se retrouve dangereusement proche du modèle paternaliste. Mais au fond, le patient se soigne ce que je souhaitais. Mais il y a une énorme différence. C'est que c'est à la fin d'un cheminement éthique. Et qui se fait à la différence de la manipulation, qui au contraire est un pur paternalisme, qui lui est haïssable. Ça se fait en pleine lumière et ça s'adresse à l'intelligence des gens. Alors maintenant, je reviens à notre colloque. Est-ce que ces 4 principes, cette exigence éthique, peut être appliquée à une population? Je pose la question, mais pourquoi pas?
Et c'est ça le fond du débat. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement le paternalisme éclairé d'État, et après tout c'est le rôle de l'État, d'apprécier ce qui peut être bon pour ces sujets et de mettre en œuvre des mesures qui sont bonnes si ils arrivent à démontrer ce qui est bon. Et vous voyez, mais en s'interdisant toute manipulation qui agirait masquée. Et là, je pense qu'on voit le rôle de l'éducation pour la santé, c'est-à-dire au sens propre, éclairer les citoyens sur les enjeux sociétaux. Et je terminerai, vous voyez, le monde meilleur, je pense que ce n'est pas le meilleur des mondes. Mais pour un monde meilleur, c'est vraiment considérer l'individu dans son environnement, en essayant d'améliorer l'environnement. Il y a bien entendu la question fondamentalement éthique qui est de dire définissons ce qui est bon. Et je vais vous dire, bon, je pense qu'il faut être très spinozien dans ce domaine-là. Tout à l'heure, on nous a dit, on nous a donné plein d'exemples qui montrent, je crois que c'est votre Madame Raffin qui a donné plein d'exemples qui montraient des exemples d'émotions positives, de fierté. Vous savez, Sam, qui est dans la boîte de nuit, là, il est fier, et tout ça, c'est beau. Et vous savez que Spinoza dit dans l'éthique qu'un désir qui naît d'une joie est toute proportion par ailleurs égale, toute chose par ailleurs égale, plus fort qu'un désir qui naît d'une tristesse. Et je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là qu'il faut aller. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Réac, pour cette superbe synthèse qui clôt, je pense, vraiment bien cette journée. Je ne sais pas quelle sera l'appréciation de l'audience, mais pour moi, je pense que le but a été atteint. On a eu des exposés super, on a eu des bonnes discussions. Je crois que ce colloque marquera les esprits. Je pense que ce colloque appellera une suite, un travail qui devra se prolonger au cours de l'année 2013 pour arriver, je pense, à un autre colloque, et je vous donne rendez-vous. Je crois que ce colloque aussi a marqué la fin de la semaine alimentation santé, la semaine du fond, hein, qui a vu quand même 25 interventions dans toute la France et la France ultramarine, on dit, pas outre-mer, avec beaucoup de retombées presse, beaucoup de médiatisation. C'est peut-être là les petits pas. Hein. Le fond sème des petits cailloux dans les esprits et j'espère que ça aidera à ce qu'on aille vers un monde meilleur, s'il n'est pas le meilleur des mondes. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt.